Metal Gear est une série de jeux vidéo débutée en 1987, dont le dernier opus Metal Gear Solid 5 est sorti il y a quelques semaines seulement. C'est l'occasion de revenir aux origines de la saga, qui a entre autres popularisé le genre infiltration dans le jeu vidéo. Tout commence suite aux échecs répétés d'un jeune homme qui voit peu à peu son rêve lui échapper. Cet homme, il s'appelle Hideo Kojima. Hideo Kojima, début des années 80, n'a qu'une seule obsession, devenir réalisateur de films. Il est passionné de cinéma depuis sa plus tendre enfance, et ses parents cinéphiles y sont pour beaucoup. Mais voilà, plusieurs facteurs empêchent alors le rêve de Kojima de se concrétiser. D'une part, il n'y a pas d'école de ce domaine dans sa région, d'autre part, les budgets du cinéma japonais lui paraissent bien trop faibles pour mettre en scène les histoires qu'il a en tête. Forcément, lorsqu'on a pour inspiration Mad Max 2, 2001 l'Odyssée de l'espace, Terminator, Blade Runner ou les westerns, on ne peut pas se permettre de se lancer avec de petit budget. Il tente tout de même des choses, il tourne des courts-métrages, des zombies la plupart du temps, et il écrit des nouvelles dans l'espoir d'être publié, d'obtenir un prix et de se faire connaître dans le milieu du cinoche, à la manière cite-t-il de Stallone et son script de Rocky qui l'a révélé. Mais cela n'arrive pas, et il n'obtient aucune récompense pour ses écrits, et ce n'est pas son entourage qui l'aide. En effet, Kojima suit depuis quelques années des études d'économie, ses camarades et ses profs sont donc bien loin de ses préoccupations. Ce cursus qu'il a choisi lui garantit certes un avenir stable, mais il ne lui amène pas son lot d'opportunités dans ce qui l'intéresse. Les espoirs qu'il mettait dans une carrière cinématographique s'estompent alors et tombent peu à peu dans l'oubli. C'est durant cette période de frustration qu'un événement allait changer la vie de Kojima. En ces temps-là, il occupe son temps libre en jouant aux jeux vidéo, média alors en plein boom, et sur sa Famicom, la NES japonaise, l'un d'eux va avoir sur lui l'effet d'un électrochoc, son level design, son gameplay, tout dans ce jeu semble être proche de la perfection, c'est celui-ci. Super Mario Bros impressionne Hideo Kojima, il est rempli d'enthousiasme, il entrevoit dans le jeu vidéo un potentiel énorme, et un autre soft, The Portopia Serial Murder Case, jeu d'enquête graphique particulièrement poussé pour son époque, lui montre que via cet art émergent, on peut raconter des histoires. Il voit alors l'opportunité d'y compter les siennes, et ce par le biais d'un média bien plus accessible que le cinéma. Donc c'est dit, il met de côté son rêve de réaliser des films, et prend la subite décision de quitter ses études d'économie pour aller travailler dans le jeu vidéo. Cela provoque l'incompréhension de ses proches, ils le prennent pour un fou et le somment de ne pas le faire, car oui, si l'idée d'aller bosser dans ce domaine peut paraître cool aujourd'hui, dans les années 80 c'était un milieu socialement peu reconnu qui contrastait énormément avec celui de Kojima. Ce dernier assume à fond sa décision, et le mépris ne vient que renforcer son envie de prouver à tous qu'ils ont tort. Cependant, dans un souci de montrer à son entourage que sa nouvelle vocation c'est du sérieux, il fait le choix de travailler pour la seule entreprise de jeux vidéo japonaise à être cotée en bourse à l'époque, à savoir Konami. En effet, bien qu'elle ait commencé à la base d'une affaire de location et de réparation de jukebox, Konami s'est progressivement lancé dans le développement de jeux vidéo pour arcade fin des années 70 et pour consoles familiales et micro-ordinateurs début des années 80, stratégie qui a fait le succès de la firme avec des jeux qui ont marqué leur époque et qui a fait croître à vitesse grand V le capital de la société. C'est en 1986, à l'âge de 23 ans, que Kojima est embauché chez Konami. Le siège est alors à Kobe et là, surprise, il y rencontre des mangaka qui n'ont pas percé, des musiciens dont les albums ne se vendent pas, des cinéastes amateurs, tout un tas de gens qui, comme lui, n'ont pas réussi pour une raison ou une autre dans leur domaine artistique respectif et qui ont trouvé dans le jeu vidéo ou une voie de secours un plan B. Ces gens-là ont senti comme Kojima que ce média leur offrait une seconde chance, ce qui a créé une certaine complicité. Toutefois, passé l'effet euphorisant, l'entrée de Kojima dans le métier n'est pas facile. Il est assigné d'office au secteur MSX de Konami. Le MSX, c'est un standard de micro-ordinateur. Il y occupe un poste de planificateur pour commencer. Ses connaissances en programmation sont alors très limitées. Durant sa première année, il travaillera sur Penguin Adventure et surtout, c'est ce qu'il voulait, on finira par lui donner la responsabilité de diriger un projet avec une petite équipe. Le jeu en préparation a pour nom The Lost World. C'est sa chance, il va enfin pouvoir montrer ce qu'il sait faire et il travaillera dessus pendant 6 mois jusqu'à une terrible nouvelle. Le jeu est annulé. Le verdict est sans appel, la direction estime qu'il n'est pas nécessaire de continuer, les ambitions de Kojima sont trop grandes et elles ne prennent que trop peu en compte les limitations techniques de la plateforme sur laquelle il doit porter sa production. L'enthousiasme de Kojima en prend un sérieux coup, la déception est grande et parmi ses confrères il est le seul à ne pas avoir su finaliser un jeu, ce qui lui donne mauvaise réputation en plus de celle qu'il avait déjà de noob en informatique. Kojima pense alors sérieusement à quitter la compagnie.
On lui donne toutefois une seconde chance, peut-être son ultime opportunité de montrer qu'il a de la suite dans les idées. Sa nouvelle mission est de créer un jeu de guerre, genre qui cartonne. Ce jeu, il s'appellera Metal Gear. Comme d'habitude, Kojima ne veut certainement pas faire comme tout le monde. Il imagine déjà un concept peu commun à l'époque, celui de la discrétion. Cette notion avait déjà été effleurée quelques années auparavant. Le jeu d'arcade 005, sorti en 81, fut le premier à l'inclure. Pour sa part, c'est dans le cinéma que Kojima va puiser son inspiration. Le concept de Metal Gear lui est inspiré du film de 1963, La Grande Évasion. Ce qui intéresse Kojima dans ce film, ce n'est non pas le scénario, mais les situations qui en résultent. Les prisonniers doivent s'évader sans se faire repérer, sinon le soldat donne l'alerte et rame tous ses collègues, ce qui rend l'affrontement suicidaire. Voilà la situation que Kojima va tenter de restituer dans son jeu, et au bout de 2-3 mois de travail sur ce concept, le résultat est là. La mécanique fonctionne à merveille et s'adapte bien aux restrictions du MSX2 qui ne peut pas afficher trop d'éléments mouvants à la fois, comme le requerrait un jeu de guerre standard. À ce moment, Metal Gear est un jeu d'évasion, mais le cinéma va encore une fois influencer Kojima, qui en se remémorant les oies sauvages, archétype du film de mercenaires où l'on y voit une escouade mener de manière discrète une opération militaire, va décider que finalement Metal Gear sera un jeu d'infiltration en équipe. Il devra se rétracter et faire de Metal Gear un jeu solo, limitation technique de l'époque oblige, mais reprendra tout de même l'ossature du scénario du film. Son jeu raconte comment Solid Snake infiltre une base en Afrique pour accomplir une mission de sauvetage et de renseignement, pour être finalement trahi par celui-là même qui l'a envoyé, à savoir Big Boss. Plein d'ambition, Kojima ne veut pas se contenter de faire de Metal Gear un jeu à gameplay unique, mais veut amener un maximum de petites idées pour que l'expérience soit la plus variée possible. Et quand on énumère ces idées, on se rend compte que beaucoup d'entre elles que l'on a cru découvrir dans les Metal Gear Solid étaient déjà bel et bien là. C'est avec cette jaquette calquée sur Kylo Reese du film Terminator que Metal Gear sort dans les bacs en 87 au Japon et en Europe. Le succès du jeu est modeste, du fait que le MSX est bien moins répandu que la NES, mais suffisant pour que Konami se donne la peine d'adapter le jeu sur la console de Nintendo. Une équipe a alors pour mission, d'après le code source du MSX2, de créer la chose en 3 mois, timing trop court qui ne sera même pas suffisant pour que le Metal Gear, l'arme de destruction massive qui a donné le nom au jeu, soit présent. Il est remplacé par un énorme ordinateur sans intérêt, à l'image de cette adaptation franchement ratée. Même si le Metal Gear du MSX2 est très loin d'être parfait, la version NES parvient à gâcher le jeu et à le rendre trop dur avec sa toute nouvelle séquence d'intro où le joueur est agressé par une meute de toutous enragés. Mais qu'importe, ce n'était pas le genre de défaut qui empêchait un jeu de marcher à l'époque, et en effet Metal Gear version NES cartonne aux États-Unis, succès commercial qui poussera Konami à développer Snake's Revenge, une suite fabriquée avec la même absence d'ambition. L'équipe en charge de ce jeu a bien conscience qu'elle ne réalise pas ici quelque chose de mémorable, et l'un des développeurs le fait même savoir à Kojima lorsqu'il le rencontre par hasard dans un train. En fait, il l'incite même à reprendre les rênes de cette licence, Kojima n'ayant été impliqué ni dans l'adaptation NES de Metal Gear, ni dans la réalisation de Snake's Revenge, dont il a à peine entendu parler. Derrière cette demande anodine s'est en fait joué l'avenir de la saga, car sans elle, Kojima a affirmé qu'il ne se serait probablement jamais penché à nouveau sur Metal Gear. C'est ainsi que l'idée de créer une vraie suite germa dans sa tête, et lorsqu'il l'a soumis auprès de la direction de Konami, il obtint le feu vert. C'est en 1990, quelques mois après la sortie de Snake's Revenge, que Metal Gear 2 Solid Snake vit le jour.
Plus ambitieux, plus long, plus de mise en scène. Ce second épisode repousse les limites du MSX2 et est l'un des jeux 8 bits les plus sophistiqués jamais créés. Les phases d'infiltration ont été complexifiées, les soldats sont plus intelligents, ils entendent maintenant les sons, ne voient plus juste devant eux mais à un angle de 45 degrés, et s'ils voient Snake, ils déclenchent un système d'alarme temporaire. Heureusement, Snake a lui aussi gagné en compétences puisqu'il peut maintenant ramper, faire du bruit en toquant contre un mur pour faire diversion, et il est maintenant équipé d'un radar. Encore une fois, on constate qu'un grand nombre d'éléments qui ont été découverts avec Metal Gear Solid ont en fait été inventés dans ce jeu. On retrouve l'embuscade dans un ascenseur par 4 soldats dissimulés, l'ascension d'un escalier sans fin poursuivi par un grand nombre d'ennemis, la nécessité de faire chauffer et refroidir une clé pour avancer dans l'histoire, l'affrontement d'un ninja vêtu d'une armure expérimentale, le fait de devoir regarder au dos du jeu pour trouver une fréquence radio, ou encore l'intervention d'un inconnu pour nous prévenir d'un danger. Snake, fais attention, cet endroit est bourré de clés morts. Qui es-tu? Un admirateur. Bref, Metal Gear 2 Solid Snake est un succès, mais qui reste toutefois exclusivement japonais. Cette fois, rien n'est fait pour que le jeu trouve un public à l'étranger. Malgré cette réussite, Kojima n'est pas pour autant satisfait. La création de ces jeux n'a été jusqu'ici que frustration. Son rêve est de pouvoir tout contrôler, de la seconde à laquelle une musique doit se déclencher, au moment précis où tel dialogue doit s'afficher. Or, il a toujours dû développer ses jeux par l'intermédiaire de programmeurs qui modifiaient sa vision. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'est mis à créer des jeux d'aventure graphique dès 1988, registre qui lui laisse un contrôle bien plus conséquent que Metal Gear, et qui lui permet de réaliser en quelque sorte ses vieux rêves de faire du cinéma, en se focalisant sur l'aspect scénario et mise en scène du jeu. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus continuer Metal Gear, il aimerait juste pouvoir choisir les personnes avec qui travailler, chose jusqu'ici compliquée vu qu'il était nouveau dans le milieu. Mais maintenant que nous sommes en 1994, c'est différent. Kojima a pris du galon, il vient de terminer Police Note, un autre jeu d'aventure graphique, et il est maintenant disposé à s'entourer pour réaliser Metal Gear 3, licence qu'il a envie de faire passer à la 3D depuis qu'il a testé la 3DO, première console de la 5e génération à venir, qui par ses capacités donne bon espoir à Kojima quant à la possibilité de faire enfin un jeu à gameplay poussé, enrobé d'une histoire bien plus attrayante qu'auparavant, grâce au fait qu'il peut maintenant insérer des dialogues parlés. L'échec commercial de la 3DO changera finalement ses plans et il transposera le projet sur la PlayStation. Pour se lancer dans cette aventure, Kojima va engager Yoji Shinkawa, avec qui il a collaboré sur Police Note, qui est un dessinateur et designer de talent. C'est à lui qu'il sera demandé de donner vie au personnage du prochain Metal Gear, et ce avec son style, en s'écartant des gros clichés que Kojima utilisait jusqu'ici. Il suffit de voir les têtes de ses protagonistes dans les premiers Metal Gear pour s'en rendre compte. Elles étaient calquées sur des personnalités très connues, du genre Mel Gibson pour Snake ou Sean Connery pour Big Boss. Certains boss reprenaient même le nom de ceux dont ils s'inspiraient, ici Running Man ou là Predator. Les jeux de Kojima ont toujours été très peu subtils dans leur façon de s'inspirer de films. Snatcher était un thriller futuriste à la Blade Runner, et faut-il vraiment vous dire d'où vient le look des 2 flics de Police Note, ici en train de désamorcer une bombe. Roger? Oui. Attrape le chat! Le chat! Espèce de salaud! Avec la forte personnalité de Yoji Shinkawa, fini les plagiats, l'univers de Metal Gear va enfin devenir original. Et quel univers! Le style unique de l'artiste va sublimer les idées de Kojima. En premier, il s'attelle à la création du Metal Gear Rex, et par la suite, il dessine toute une panoplie de personnages, tous plus mémorables les uns que les autres. Je suis un tireur. Attendre, c'est mon métier. Je peux lire l'âme des êtres. Bouge pas! Enfin, nous voilà seuls. Pour créer le héros Solid Snake, Kojima demande à Yoji de dessiner un homme agile et musclé avec comme modèle le corps de Jean-Claude Van Damme. Au niveau du visage, Kojima souhaite s'inspirer de celui de Christopher Walken, acteur connu pour avoir une tête très étrange et plutôt flippante. Snake hérite donc de son visage anguleux, de son grand front, et sur certains dessins préparatoires, on voit qu'il aurait pu avoir sa coupe en brosse et que Liquid, le frère jumeau de Snake, était peut-être le plus proche de lui niveau faciès. Snake est donc issu d'un joli mélange, ajoutons que son nom est un hommage au héros de New York 1997, Snake Plissken, et l'on obtient le cocktail ultime. Bref, il est maintenant temps de restituer la vision de Yoji Shinkawa sur la PlayStation, chose pas évidente vu la complexité de ses illustrations, le résultat ressemble à ça.
Le faible nombre de polygones que la console peut afficher empêche alors la modélisation détaillée d'un visage, limitation que beaucoup de jeux de l'époque compensaient par l'utilisation de cinématiques précalculées. De ces dernières, on aurait pu s'attendre à ce que Kojima en use et en abuse afin de réaliser les scènes cinématographiques dont il a toujours rêvé, pourtant la direction qu'il a prise est tout autre. Cela aurait pris bien trop de temps et d'argent de réaliser toutes les scènes qui ponctuent le jeu en cinématique, et la possibilité de les faire fabriquer par une entité extérieure était hors de question pour Kojima, lui qui tenait à diriger la partie qu'il préfère, à savoir la mise en scène. Et puis même si ce n'est pas l'envie qu'il lui manque de faire un film en images de synthèse façon Hollywood, c'est bien le gameplay qui est resté au centre de son attention. Déjà, il ne veut pas qu'il y ait une rupture entre les cinématiques précalculées et les phases de jeu temps réel, qui par leur aspect bien plus grossier, souffriraient trop de la comparaison. Ensuite, il ne se voyait pas imiter la méthode Resident Evil avec ses décors certes magnifiques mais peu interactifs. C'est ainsi que le jeu fut réalisé entièrement en polygone temps réel, a été privilégié l'ambiance, l'atmosphère, et Kojima a mis un point d'honneur à détailler chaque élément du monde dans lequel l'action se déroule, du fonctionnement du radar aux spécificités de l'armement, des images d'archives pour appuyer les propos des personnages, tout est rigoureusement décrit pour crédibiliser l'histoire, pour l'ancrer au maximum dans le réel, et ainsi nous faire oublier l'aspect pixeleux du jeu. Pour sa part, le gameplay est fondamentalement similaire aux deux premiers opus Metal Gear, et comme on l'a vu, de nombreuses phases ont été reprises de ces jeux pour varier l'expérience. Bien sûr, Kojima ne s'est pas contenté de recycler ses vieilles inventions, et a ajouté également de nombreuses idées inédites, dont certaines d'un genre qui va devenir l'une des marques de fabrique de la franchise, la rupture du 4e mur. Tu doutes toujours de moi? Alors je vais te montrer mon pouvoir psycho-cinétique. Pose ton contrôleur au sol. Mets-le aussi à plat que tu peux. C'est ça. Je vais déplacer ton contrôleur par ma seule force mentale. Alors, qu'en penses-tu? Tu le ressens, ma puissance? Il la sent, grosse intelligence! Tu le ressens, ma puissance? Nous sommes maintenant en 1998, la sortie du jeu est imminente, mais il reste une toute dernière étape, celle de la traduction des dialogues en différentes langues, dont le français. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleu que le ciel. Et tu n'as jamais tué, je parie. Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Je suis pas une bleue. L'enregistrement des voix de Metal Gear Solid s'est déroulé dans des conditions assez exceptionnelles. Déjà, le studio se trouvait à Abbey Road, le studio mythique des Beatles. Ensuite, les comédiens jouaient souvent dans une pièce commune, chose extrêmement rare dans le milieu. Konami avait décidé de faire les choses bien, afin que le résultat soit le plus convaincant possible. Et effectivement, ces conditions agréables permettront notamment à Stéphane Kornikar de faire une superbe interprétation de Liquid Snake. Moi j'ai récupéré les gènes ratés, imparfaits. Est-ce que tu sais ce que c'est que de savoir que depuis sa naissance, tu n'es qu'une poubelle? Mais ces conditions n'empêcheront pas l'enregistrement d'une majorité de voix caricaturales, au regret parfois des comédiens. Je leur ai fait un peu moins guerrier. Ils voulaient vraiment un personnage viril. Résultat, Snake parle comme un bourrin façon Stallone. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Mais ça n'a pas été pour déplaire aux joueurs qui gardent pour beaucoup un souvenir affectueux de cette version, tout comme les comédiens qui ont passé des bons moments en l'enregistrant. Il y avait un truc qui était assez paradoxal chez Snake, assez rigolo, c'est que c'était le super espion, super guerrier, tout ça, mais des fois, il comprenait pas toujours ce qu'on lui disait. Et il y avait souvent, Snake, tu dois aller à l'ascenseur, et lui il disait, l'ascenseur? Ou il faut que tu fasses ça, Snake. Hein? Et on rigolait toujours parce que si on mangeait ensemble, etc., avec la personne de Konami, c'était excuse-moi, passe-moi le sel, et lui allait me répondre, hein, le sel. Révolution, Rex, des implants, une nouvelle arme, votre grand frère, te battre, un alliage en métal thermo-adaptable. Vous êtes un comique, vous. Bref, Metal Gear Solid sort fin 1998 au Japon et aux États-Unis et début 1999 en Europe. Il devient instantanément un monument du jeu vidéo, un succès tant critique que commercial. Ces 4 années et demie de travail, dont 2 ans et demi de développement, auront porté leurs fruits. Et s'il y en a un qui est content, c'est bien Hideo Kojima.
Kojima étant du genre à se mettre en avant à la manière d'un réalisateur de film, le succès planétaire de Metal Gear Solid l'a propulsé au rang de créateur star du jeu vidéo. Suite à cela, bien qu'il avait pour projet de travailler sur un nouveau jeu, l'engouement était tel qu'il a vite compris qu'il se devait de répondre à l'attente des joueurs en créant une suite, d'autant plus qu'il bénéficie maintenant d'un budget colossal pour créer un jeu ambitieux. Mais ce qu'il ne savait pas en prenant cette décision, c'est qu'à partir de là, Kojima avait scellé son destin pour de nombreuses années à venir. Oui, car après que soit sorti Metal Gear Solid 2, la demande d'un nouvel épisode ne s'est pas fait attendre, alors que Kojima pensait encore une fois qu'il en avait fini avec cette licence. Cette situation se répétera sans cesse au fil du temps, à chaque nouveau jeu Kojima annoncera publiquement que c'est son dernier, mais vainement car jusqu'à maintenant en 2015, il n'a pas pu s'y résoudre. Résultat, c'est une pelotée de jeux qui sortiront sous le nom de Metal Gear Solid, franchise qui est parvenue malgré les années à rester une saga de haute volée. Kojima a à présent plus de 50 ans et a encore tout un tas de vieux rêves à réaliser. De plus, avant la sortie de Metal Gear Solid 5, il avait l'air plus déterminé que jamais à enfin passer le relais à quelqu'un d'autre pour continuer la série et s'envoler vers d'autres horizons. Ça tombe bien, en début d'année 2015, a été annoncé que Kojima quittait Konami, son contrat s'arrêtant en décembre. A-t-il été licencié ou a-t-il démissionné? Cela n'a pas encore été révélé. Mais au final, peu importe le pourquoi du comment, ces événements forceront en quelque sorte Kojima à expérimenter de nouvelles choses, et qui sait, peut-être qu'un jour il réalisera son rêve en dirigeant un film.